Mais d'abord, l'histoire a fait et continue d'ailleurs de faire toujours jaser au Québec. Je ne sais pas si ça fait partie de ce qu'on peut appeler les potins québécois, mais cette fameuse histoire mettant en vedette Julie Snyder et le fameux John Doe. On apprenait cette semaine que ce fameux John Doe, eh bien, c'était Pierre-Carl Péladeau. On sait, à l'histoire du couple présentement en instance de divorce. Et donc, on va en parler à l'instant avec Frédéric Bérard. Il est avocat et politologue. Bonjour, Frédéric. Ça te fait rire? Ça me fait rire. On n'a pas l'habitude de faire du potin. On l'est un peu, là. Mais c'est ça, ça fait partie, je pense, des potins québécois. Mais quoi que ce sont des personnalités publiques et les gens aiment ça, souvent en entendre parler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le dossier. Quels sont ses recours à Julie Snyder? Parce qu'il faut expliquer aux gens quand même, Julie Snyder qui était suivie, elle s'en est rendue compte lorsqu'elle était à l'aéroport et s'apprêtait à quitter pour ses vacances avec ses enfants pour s'en aller aux îles de la Madeleine. Elle était à Québec et là, se rend compte qu'elle est suivie, se demande, mais qui peut bien me suivre? Et finalement, porte plainte, va en cours. Et là, il s'avère que ce serait, en tout cas, c'est Cogeco Nouvelles qui a sorti la nouvelle cette semaine, ce serait bel et bien Pierre-Carl Péladeau, donc son ex-mari. C'est sûr qu'on est dans le potin, mais il y a un volet légal intéressant à ce niveau-là, parce que ça peut arriver, évidemment, plusieurs personnes. Là, on en parle parce qu'ils se sont de toute évidence des personnalités publiques. Mais je veux dire, il y a plein de compagnies de détectives privés qui gagnent très, très bien leur vie. Là. Ils doivent avoir des clients, ces gens-là. Exactement. Puis je me demandais justement jusqu'où ça peut aller. Qui peut faire affaire à leur service et pour quelle raison? En théorie, c'est n'importe qui. Ils n'ont pas des pouvoirs de policiers. Ce sont des enquêteurs privés. Donc, ils ne peuvent pas vous mettre en état d'arrestation, rien de ça. Et là, tout ça est très, très, très dangereux quand on y pense. Puis c'est d'ailleurs de là l'importance, je pense, et la pertinence du cas Snyder-Péladeau. C'est que si tu engages un détective privé pour suivre ton ex, peu importe qui, tu violes ce qu'on appelle sa vie privée. La vie privée est protégée par la Charte québécoise. Évidemment, il y a des limites à la vie privée. Si tu te promènes sur le trottoir, c'est une chose. Mais si tu es chez toi, tu as une expectative de vie privée plus grande et ainsi de suite. Là, ici, ce que dit le tribunal, initialement, parce que vous vous rappelez que, en fait, Péladeau, maintenant, on le sait, moi si c'est lui, ne voulait pas que l'identité de John Doe soit révélée. Donc, il y a eu un premier débat judiciaire à ce niveau-là. Il disait, c'est pas de vos affaires, ça vous regarde pas, il n'y a pas de violation de la vie privée. C'est de l'ordre du privé. Exactement, c'est ça. Alors que Julie Snyder, par la voix de son avocat, Maître Piché-Messier, qui est excellent par ailleurs, disait, mais non, un instant, là, cette femme-là a été suivie, c'est prouvé, on veut savoir qui l'a fait suivre, c'est une violation de sa vie privée. Et bref, le juge a accepté, a ordonné, au clan Péladeau, maintenant, de divulguer qui était le Péladeau en question. Mais en fait, ils ont demandé à ses avocats de divulguer qui était John Doe et on a su que c'était Péladeau. Et donc, bref, tout ça pour dire que maintenant, Julie Snyder a deux possibilités. Soit ne rien faire avec ça, bien que j'ai comme l'impression que dans les instances actuelles en matière de droit familial, c'est peut-être quelque chose qui aidera ou qui aidera pas, là, mais bref. Et l'autre possibilité, c'est de poursuivre en dommages-intérêts pour violation de la vie privée. La preuve est pas mal tout amassée déjà. Donc, c'est certainement possible pour elle, à savoir si elle aura gain de cause, c'est autre chose. Mais bref, oui, c'est le recours en question qui a parlé. Je pense qu'il y a plusieurs détectives privés qui sont nerveux aujourd'hui. Il y a plusieurs clients de détectives privés qui sont nerveux. Une pratique que tu saches rapidement, c'est que souvent, les gens engagent leur avocat pour que les avocats engagent la firme de détective privé. Pourquoi? Parce que c'est protégé par le secret professionnel. Là, ça n'a pas été fait, visiblement. Oui, c'est... Ça n'aurait pas été fait. Mais si c'était à faire, je pense qu'on ferait ça différemment. C'est incroyable. C'est le détective privé Claude Vien et le groupe de sécurité Garda qui se sont fait prendre. Et moi, je me disais, si c'est marqué détective privé sur sa carte, là, jetez vos cartes. Jetez vos cartes d'affaires. Parce qu'honnêtement, c'était pas privé fort. Garda, aujourd'hui, là, je pense qu'ils ont dû payer les avocats pour empêcher la divulgation du John Doe. Ah, Seigneur. En tout cas, tout un dossier que ce dossier, Pierre-Carl Péladeau et Julie Snyder. Maintenant, on va les laisser vivre ça. Et on va parler d'un autre dossier avec toi, Frédéric, concernant la nomination des juges. On s'en va complètement ailleurs. Là, on a annoncé qu'on amenait quelques changements. On parle donc du gouvernement Canada qui a annoncé cette semaine des changements importants pour ce qui est de la nomination des juges à la Cour suprême. Quels sont-ils, d'abord, ces changements-là? C'est majeur, là, ce qui se passe. C'est vraiment majeur. C'est pas du potin, là. C'est gros, là. C'est énorme, c'est sérieux. Dans l'optique où ça va pas aussi loin que j'aurais souhaité, mais quand même, il y a une avancée qui existe, ça fait aucun doute. C'est que jamais avant 2016, les juges de la Cour suprême n'étaient assujettis à l'obligation d'être bilingues. Là,
Ils le sont. Le gouvernement Trudeau a annoncé la création d'un comité consultatif où il y a plusieurs provinces, en fait, c'est pas tant des provinces, mais des représentants de provinces et d'associations comme le Barreau canadien, ainsi de suite, l'Association des doyens du Canada, des doyens des facultés de droit, qui sont représentés sur ce comité-là. Et ils ont à proposer des noms au ministre de la Justice pour les prochains postes de juge à la Cour suprême. Et l'exigence que ce juge-là devra respecter est celle d'être bilingue. On parle d'un bilinguisme qui est fonctionnel, on ne parle pas de quelqu'un qui est nécessairement parfaitement bilingue. Okay. Ce qui veut dire qu'on vient d'éliminer, évidemment, certains candidats, et c'est une des raisons pour lesquelles on n'avait toujours pas, avant 2016, imposé cette exigence-là en se disant, on va peut-être perdre des candidats d'une bonne qualité qui sont unilingues anglophones. Si tu me permets, moi, je pense que cet argument-là, c'était pas le meilleur. Okay. C'est pour ça que je me réjouis, justement, de l'annonce. C'est que, premièrement, c'était injuste, parce que les 3 juges du Québec à la Cour suprême, parce qu'il y en a toujours un minimum de 3, c'est prévu par la loi, sont toujours bilingues. Ils sont toujours capables de parler un anglais à tout le moins fonctionnel. Fait que déjà là, c'est un peu discriminatoire pour les francophones du Québec. L'autre chose, et pour les francophones de l'extérieur du Québec aussi qui étaient nommés en Cour suprême, l'autre chose, c'est que le bilinguisme, à ce niveau-là, doit faire partie de tes compétences. Ça fait partie d'une aptitude pour évaluer si vraiment tu connais le Canada, si tu connais le système juridique canadien qui est complexe. Le bilinguisme, ça t'aide à connaître, par exemple, les auteurs de langue française que tu connaîtrais pas peut-être autrement, et ainsi de suite. Et puis l'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est que la Cour suprême, il y a seulement 9 juges. 3 du Québec, 6 des autres provinces. Alors, on parle de 6 autres postes de juges où on exigerait le bilinguisme, 6 jobs à travers le pays. On est capable de trouver des gens bilingues là, pour ça. Là. Je pense que ça fait pas de doute, là. Et là, le Québec qui veut pas justement perdre ces 3 juges-là, on se positionne comment avec ces changements-là? Est-ce que pour nous, c'est une bonne chose? Bien, je pense que Québec a ramené ça à une question mes prérogatives comme gouvernement du Québec. Ça, sur mon avis, c'est un peu de la poudre aux yeux. Dans l'optique où la nomination des juges de la Cour suprême, c'est toujours fait par le gouvernement fédéral. On avait proposé une certaine participation, une participation importante des provinces, notamment du Québec, lors de l'accord du Lac-Meech. L'accord a foiré, on le sait. Mais tout ça pour dire que ce que dit Trudeau, puis là, ça peut changer, c'est que ces représentants-là, et Québec a une représentante, Mme Pereira, qui est parfaitement francophone apparemment, pourront choisir les juges. Il y aura une liste, en fait, ils ne pourront pas choisir. Ils vont soumettre une liste à la procureure générale, la ministre de la Justice fédérale, qui, elle, va consulter par la suite les procureurs généraux, donc les ministres de la Justice des provinces et peut-être le premier ministre de ces provinces-là. Là, le truc de Couillard cette semaine, c'est de faire un peu une histoire avec ça, parce qu'il n'y a pas de droit de nommer, premièrement. Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été discuté, sauf peut-être dans Meech et ici et là. Et puis l'autre affaire qui est peut-être plus importante, c'est actuellement, les 3 juges du Québec, en théorie, sont là jusqu'en 2030. Ah oui, parce qu'ils ont l'obligation de prendre leur retraite à 75 ans. Maximum. Évidemment, il peut y avoir un départ hâtif, mais c'est plutôt... Ça s'est arrivé avec Cromwell, le dernier, mais habituellement, c'est assez rare. Ce qui veut dire que peut-être qu'il s'agit d'un faux débat pour l'instant. Et Trudeau a dit, de toute manière, quand viendra le temps de décider de qui sera le prochain juge du Québec, on va ajuster le comité en conséquence. Donc, probablement ajouter des membres du barreau du Québec qui ne sont pas sur ce comité-là actuellement, puis c'est peut-être d'ailleurs un petit problème. Et là, le processus de nomination qui va se mettre... Le nouveau processus qui devrait se mettre en branle rapidement, parce que je pense qu'il y a déjà un départ de prévu le 1er septembre. Je crois, oui. En fait, c'est de mémoire, c'est peut-être le 1er septembre. Oui, c'est début septembre, ça, c'est sûr. Qui part à la retraite. Et les gens ont jusqu'au 24 août, 23h59 pour soumettre leur candidature. Ah oui, OK. Bon, c'est parfait. Fait qu'il ne reste pas tant de temps que ça. Faut se dépêcher. Fait que ceux qui sont en vacances, c'est le temps de faire le CV. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été là. Frédéric Bérard, qui est avocat et politologue également. Maintenant, restez là. Au retour, je vous présente une entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt cette semaine avec l'aventurier montréalais Normand Piché, qui s'apprête à réaliser l'impossible, je vous dirais, relier 5 continents à la nage en 80 jours. Mais d'abord, on vous présente vos informations régionales de l'Estrie.